Ok, on commence. Voilà, bienvenue à tous. Ce webinaire fait suite au premier que nous avons organisé le 22 mars et où nous avions abordé le fonctionnement de la VIC et les possibilités au niveau des aides financières pour la mise à l'emploi des personnes handicapées. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette première partie en surfant sur notre site www.vfu-ffi.be dans la partie e-learning. Merci à Valérie Trévisan, chargée de la promotion de l'emploi des personnes handicapées auprès des entreprises, qui est présente encore aujourd'hui pour cette seconde partie. Nous allons aborder deux axes aujourd'hui. Tout d'abord, l'accueil d'une personne atteinte d'un handicap en agence et ensuite l'argumentaire à construire pour sa mise à l'emploi chez un client. Techniquement, si vous rencontrez un souci, vous pouvez envoyer un mail à ma collègue Stéphanie Renaud ou le signaler via le bouton « Questions ». Si vous souhaitez poser une question à Valérie, n'hésitez pas non plus et utilisez ce bouton « Questions » également. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Voilà, je passe maintenant la parole à Valérie Trévisan et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Voilà, bonjour à tous. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, donc on vous propose effectivement d'aborder deux points, donc l'accueil d'un candidat en agence et les arguments face aux clients. Je ferai à la fin un bref rappel sur la VIC en 2-3 slides, mais donc je vous invite à retourner sur le premier webinaire si vous souhaitez plus de renseignements. Et là, je vais démarrer par une introduction de 2-3 minutes statistique pour vous remettre un peu le cadre au niveau du handicap. Voilà, alors première statistique, plus ou moins une personne sur 5 dans la population active, donc des 15 à 64 ans, vit des situations de handicap. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui se déclarent en situation de handicap et donc qui sont susceptibles d'être rencontrées en agence ou sur leur lieu de travail, sur un lieu de travail, pardon. Alors 13% de ces personnes ont un handicap de naissance. Donc, ce qui signifie, à l'inverse, que 80% des handicaps arrivent courant de la vie, courant de la carrière, suite à un accident de la vie, un accident du travail, suite à une maladie. Et donc, dans la plupart des cas, enfin, dans certains cas, vous serez confronté à des personnes qui, à un moment donné, doivent changer d'orientation professionnelle parce que elles ont eu un accident, une maladie qui ne leur permettent plus d'exercer soit la fonction qu'elles exerçaient, soit l'exercer dans les conditions dans lesquelles elles exerçaient avant. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, on a souvent des employeurs qui nous disent qu'ils ne montrent jamais de candidats lors de recrutement de candidats en situation de handicap. Mais ces chiffres prouvent que la plupart des handicaps ne se voient pas et donc qu'il est très probable que ces personnes simplement ne se déclarent pas directement à l'employeur. Alors, quand on parle de handicap ici, donc, pour resituer en gros, on parle à la fois des maladies, des handicaps moteurs, handicaps sensoriels, handicaps psychiques, maladies, je l'ai dit, déficits intellectuels. Donc voilà, c'est tous les types de handicaps possibles. Et donc, vous imaginez bien que certaines maladies ne sont pas visibles, un trouble sensoriel ne sera pas nécessairement visible, etc. En Wallonie, 33% de la population active, donc des 15-64 ans, travaille. Contre 62% des valides. Donc, c'est assez peu et donc ça montre qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont laissées de côté sur le marché du travail et donc qui ont probablement des compétences, une expérience professionnelle qui pourrait être utilisée en entreprise, mais qui malheureusement reste sur le carreau. Et donc, ce sera important dans l'argumentaire tout à l'heure, on y reviendra. Je pense que c'est la dernière statistique. Donc, parmi celles qui travaillent, un peu moins de 60% déclarent nécessaire d'avoir recours à un aménagement, qu'il soit organisationnel ou matériel.
et ou une assistance, donc assistance, une aide par exemple d'un collègue. Donc, ce qui signifie aussi que 43% des personnes travaillent sans jamais avoir demandé un aménagement ou une assistance, et donc ont soit une fonction qui leur correspond, soit un environnement de travail qui ne posera pas de difficultés. Voilà, donc j'ai terminé cette première partie statistique introductive. Donc comme ça, on est tous sur la même, voilà, on est tous du même pied. Ici, vous allez voir dans les 2 points qui sont abordés, c'est simplement 2 tableaux que vous pourrez réimprimer. Premier tableau donc les 2 tableaux ont été faits dans le cadre du projet Ending Job, donc du projet ici avec l'intérim, sur base de discussions avec des consultants d'intérim ou des enseignes. Et donc voilà, on part vraiment de la réalité de terrain. Donc un premier qui part des pistes à envisager lors de l'entretien avec un candidat, et ensuite on verra les argumentaires sous le même type de schéma. Alors, au niveau des pistes, on a mis ça dans un certain ordre. Le premier, donc est un ordre qui a un sens. Le premier, c'est déterminer les compétences, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Et donc, je dirais, comme pour tout entretien, c'est important de savoir si la personne détient les compétences qui sont nécessaires pour le poste que vous envisagez pour elle. Et donc, il n'y a pas de raison, même si le handicap est visible, de le prendre en compte avant de prendre en compte les compétences. Ce sont ces compétences qui vont avoir un intérêt pour l'employeur. Si le handicap est visible, les questions semblent plus simples à poser. Et donc là, il n'est pas nécessaire de savoir, de connaître la déficience, le problème de santé de la personne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les conséquences au niveau de son travail, de sa fonction. Donc savoir par exemple qu'une personne va avoir des difficultés parce qu'une après-midi semaine, elle reçoit des soins. Voilà, ça ce sont des éléments qui vont vous permettre de savoir si l'employeur sera ouvert au fait qu'elle sera absente, ou au fait qu'il y ait une nouvelle organisation du travail. Par contre, le fait de connaître le nom de sa maladie n'aura pas d'intérêt. Et pour revenir peut-être aux notions du premier webinaire, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir conscience que le handicap est lié entièrement à l'environnement de travail. Si vous proposez à quelqu'un un poste de travail à quelqu'un qui a des difficultés de déplacement, suivant que l'environnement est de plein pied ou que la personne devra se déplacer entre plusieurs bâtiments, mais ça aura évidemment une incidence si elle a un trouble moteur. Et donc, ce sont ces éléments-là, je veux dire le matching entre les difficultés que pourrait rencontrer donc le handicap de la personne et l'environnement que vous allez proposer, qui vont vous permettre de dire, ben oui, ici, je pense qu'il y aura une difficulté ou pas. L'environnement, c'est aussi les valeurs de l'entreprise. Donc, s'il y a une valeur d'ouverture, déjà des choses qu'ils ont mises en place pour l'intégration, ou si vous êtes plutôt dans un environnement où la personne doit se débrouiller seule, ou elle est vraiment livrée à elle-même, bah, évidemment, si vous êtes face à quelqu'un qui, par exemple, a besoin d'être rassuré ou d'être accompagné, le choix du travail aura de nouveau une importance. Et donc, les questions à poser sont bien au niveau des besoins éventuels et des besoins spécifiques que la personne pourrait avoir. Au niveau du handicap invisible, donc le travailleur, enfin le futur travailleur ne le dira pas nécessairement qu'il a un handicap, mais vous pouvez le voir via différentes évocations dans le CV. Si par exemple, elle évoque le fait qu'elle est inscrite à l'AVIC, qu'elle a suivi l'enseignement spécialisé, qu'elle a suivi une formation en centre de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptée, je vous montrerai la liste tout à l'heure. Si elle a une expérience en ETA, c'est pas nécessairement qu'elle a un handicap, hein. On peut par exemple passer par un centre de formation pour d'autres raisons, ou en ETA, par exemple pour de l'accompagnement, enfin, qui ne serait pas subventionné par nos services. Mais ça peut quand même vous donner une indication. Si la personne a un trou important dans son CV, donc une période d'inactivité, ou un changement d'orientation important,
ce sont aussi des éléments qui peuvent vous faire penser qu'elle aurait eu à un moment donné une difficulté de santé et donc peut-être un handicap. Quand on parle de handicap, c'est toujours évidemment un problème de santé qui va avoir une conséquence, mais sur une longue durée. Alors, le 4e point, c'est le travail de deuil. Donc, toutes les personnes qui sont en changement d'orientation n'ont pas toujours pris conscience du fait qu'elles ne sont plus en capacité de travailler dans leurs fonctions précédentes. Et parfois, dans certains cas, par exemple suite à un accident, il peut arriver, ou suite à un traumatisme crânien, que la personne soit dans le déni du fait qu'elle ne peut plus exercer sa fonction. Si vous avez un doute, avant de l'envoyer chez l'employeur de votre client, tester ce poste virtuel si c'est possible, ou lui poser des questions ou de la mettre en situation pour essayer de voir si effectivement il y aurait une difficulté. La deuxième possibilité, c'est celle du stage, quand c'est possible, qui permet alors d'avoir un temps d'adaptation si votre client est ouvert à ce type de fonctionnement. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, le handicap n'a pas nécessairement toujours un impact sur l'emploi. On l'a vu au niveau des statistiques. Dans un peu moins de la moitié des cas, la personne déclare ne pas avoir eu besoin d'assistance ou d'aménagement. Les besoins spécifiques, donc je l'ai déjà dit, donc les questions à poser sont vraiment à ce niveau-là. Savoir quelles sont les adaptations nécessaires, les besoins de la personne, comme j'imagine vous posez des questions aussi au niveau de sa mobilité ou au niveau de sa possibilité, enfin si elle a des gardes d'enfants, mais sa possibilité au niveau horaire. Et donc voilà, parmi ces questions, vous pouvez aussi poser la question de besoins particuliers au niveau aménagement, qu'il soit organisationnel ou matériel. Et le dernier point, déterminer les compétences spécifiques. Parfois, le handicap va créer des compétences particulières. Prenons l'exemple le plus simple, une personne qui est autiste, Asperger, aura parfois une capacité de concentration beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc, au niveau, par exemple, informatique ou vérification de base de données, elle va pouvoir rester concentrée beaucoup plus longtemps que nous et voir des choses que nous ne verrons pas nécessairement. Une personne qui lit sur les lèvres, donc une personne sourde qui lit sur les lèvres, peut être utile dans certains métiers, comme par exemple gardien dans un zoning, donc une personne qui pourrait voir de loin ce que les gens se disent. Voilà. Alors, ce sont vraiment là des compétences très spécifiques à un handicap, mais il faut aussi avoir, certaines personnes vont développer une débrouillardise particulière ou une capacité de mémorisation particulière, ou voilà, des compétences qui sont liées vraiment à leur situation. Ce sont aussi ces personnes-là qui connaissent le mieux leur handicap et donc qui vont le mieux pouvoir vous dire ce qu'elles sont en capacité de faire ou pas et quelles sont les compétences qu'elles ont acquises ou pas. Donc, ne pas hésiter à poser des questions sur ces points-là. Donc voilà, au niveau pistes pour mener l'entretien, je pense que j'ai terminé. Juste un petit rappel, et on l'a mis en dessous, il n'y a pas d'obligation légale à parler de son handicap à son employeur. Et donc, dans ce cas-ci, comme vous êtes l'employeur, la personne n'est pas obligée d'en parler. Maintenant, on encourage toujours à le dire, surtout si ça peut avoir des conséquences au niveau de sa situation après de travail, ou si par exemple il y a des choses à négocier après une période d'adaptation, mais voilà, légalement, ce n'est pas obligatoire. Alors, avant de passer au schéma suivant, qui concernera l'argumentaire, juste ici, quelques préjugés que vous pourriez entendre en entreprise, donc de la part de vos clients. La crainte, par exemple, que le candidat que vous avez choisi soit trop lent, qu'il ne s'intègre pas facilement à l'équipe, le fait que l'entreprise n'aurait pas les moyens de faire des aménagements, ou par exemple la crainte que la personne soit tout le temps absente. Donc voilà, ce sont des préjugés que vous pourriez entendre. Et donc, je vais vous montrer par quelques arguments comment les contrer, tout en disant qu'il y a 2 arguments majeurs, donc les 2 premiers. Le reste, on les a en ordre, mais je pense qu'il n'y a pas
Donc, ça va vraiment dépendre du type de préjugés de votre client. Et alors, il y a un 9e argument, mais qu'on verra après sur un autre slide. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Alors, au niveau argumentaire, la première chose, c'est évidemment le fait que la personne a été choisie sur base de son profil. Et donc, si vous la proposez à votre client, ben, c'est qu'elle correspond au profil. Donc, elle a les compétences ou l'expérience ou qu'elle correspond, que le CV correspond à ce qui est attendu, que le matching est bon. La confiance, donc, du fait que vous connaissez votre client, vous connaissez l'entreprise, et donc, si vous proposez ce candidat-là, c'est qu'il y a une bonne raison. La deuxième qui va pour moi avec ce premier argument, c'est le fait que la personne dispose des compétences, qu'elles soient traditionnelles, donc vraiment liées au profil, ou spécifiques. Donc ça, je reprends les points précédents. Si elle a développé une capacité, par exemple, de mémorisation importante parce que c'est une personne qui apprend un visuel et donc sont des personnes souvent qui arrivent à retenir des choses comme par exemple des numéros de téléphone ou même simplement reconnaître la voix rapidement des personnes qu'elles ont au téléphone. Voilà, ce sont des compétences qui peuvent être utiles par exemple pour un poste à l'accueil. En troisième lieu, on a mis le fait d'accéder à une réserve de main-d'œuvre plus large. Donc on l'a vu dans les statistiques au départ, les personnes sont sous-représentées. Ces personnes sont sous-représentées sur le milieu du travail. Et donc, si votre client ne trouve pas de candidat par la voie traditionnelle de recherche de candidats, pourquoi pas augmenter la recherche en proposant à des associations ou en proposant de diffuser une offre d'emploi. Il n'est pas dit que nous trouverons un candidat, mais c'est une façon d'étendre et de chercher sur un éventail plus large de candidats. Ça peut être valable aussi on peut effectivement aussi rechercher des candidats s'il n'y a pas, en cas de non-pénurie. Mais ici, voilà, l'argument, ça pourrait être de dire, on n'a pas trouvé de candidats dans nos profils habituels et donc on a un peu élargi et on a trouvé cette personne qui correspondrait. Le quatrième argument, activer une image positive. Mais certaines entreprises ont des valeurs centrées sur la diversité, l'ouverture aux autres, souhaitent développer une image de responsabilité sociétale. Et donc, si vous êtes face à un DRH qui est un peu réticent alors que l'entreprise montre ce type de valeurs, pourquoi pas leur rappeler que ça pourrait être intéressant pour eux, mais d'ouvrir leurs portes de cette façon-là et de pouvoir mettre de la diversité parmi leurs personnes. S'ouvrir vers de nouveaux segments de marché en comprenant mieux les besoins des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi une stratégie d'entreprise. Par exemple, au niveau informatique, on peut voir des grosses entreprises choisir des candidats qui, par exemple, ont des profils avec des difficultés sensorielles pour leur permettre d'avoir une vue claire sur les produits à créer. J'ai eu récemment une entreprise du secteur public qui me disait que lorsqu'elle crée un événement à l'extérieur, donc par exemple une grosse réunion ou un salon, ils font venir un de leurs collègues administratifs qui est à mobilité réduite pour vérifier avant le choix de la salle si la salle est réellement accessible. Parce que l'accessibilité, ça peut être intéressant aussi pour, par exemple, amener des chariots ou des éléments sur un salon ou qu'une poussette, donc une personne avec une poussette et des enfants puissent accéder plus facilement. Et donc, ça aura un intérêt plus large que celui uniquement des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ça pourrait être aussi un argument pour certains marchés ou certains secteurs. Alors, sans faire de généralité, on peut dire que ce sont des personnes en général qui sont motivées et fidèles à leur poste. Et donc, des statistiques ont montré que le turnover est inférieur parmi cette population-là de travailleurs. Donc, si un de vos clients cherche quelqu'un sur le long terme et désire vraiment le garder et le former, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une personne en situation de handicap, enfin, en tous les cas de se dire que cette personne pourrait avoir une fidélité plus importante. Favoriser l'esprit d'équipe et d'entraide, sans créer de généralité, ce sont souvent des personnes qui vont pouvoir créer une réflexion en entreprise ou être
voilà, être accueilli peut-être un peu différemment ou avec un tuteur, et donc ça peut créer une sorte d'esprit d'équipe parmi une équipe de travail. Et le dernier argument ici sur le tableau, c'est améliorer l'efficacité. Et donc souvent, le fait de réfléchir à l'organisation, une meilleure organisation du travail pour un travailleur va permettre aussi d'ouvrir peut-être la porte à une meilleure organisation pour les autres travailleurs. Si je prends l'exemple par exemple d'un groupe de techniciennes de surface, si vous mettez à l'emploi une personne qui a des difficultés par exemple à lever ses bras et donc à faire les fenêtres, mais que dans l'équipe, quelqu'un d'autre n'aime pas sa tâche de travail et préfère faire les fenêtres, ben ça peut être voilà, une organisation entre elles qui va leur permettre d'être bien chacune dans leur poste de travail sans pour autant diminuer l'efficacité, voire peut-être l'augmenter. Le fait de réfléchir, par exemple, si vous mettez à l'emploi quelqu'un qui aurait une légère déficience intellectuelle et qui a besoin d'avoir une liste des tâches qu'elle doit effectuer tous les jours. Donc le lundi, ben voilà, j'ai telle chose à faire. Lorsque un étudiant sera engagé pour le poste de travail, par exemple l'été, ben lui donner ces documents-là vont lui faciliter aussi son intégration et faciliteront aussi son efficacité dans l'emploi. Et donc souvent, ce qui est créé pour un va permettre d'aider ensuite les autres. Voilà, donc c'est un argument possible. Je le disais tout à l'heure en début, il y a un 9e argument qu'on n'a pas mis dans le tableau, simplement parce que au niveau des primes à l'emploi et des primes, donc ici je parle de la prime à l'intégration. Pour rappel, et vous avez tous les éléments dans le premier webinaire, la prime à l'intégration, c'est la prise, donc le remboursement de 25% du coût salarial pendant un an. Il y a une condition qui est 6 mois d'inactivité sur les 9 derniers mois. Et donc, vous retrouverez vraiment soit toutes les informations sur notre site internet. Donc, si vous tapez dans Google prime à l'intégration, vous devriez tomber sur la bonne page, soit via le premier webinaire. Donc, je le disais, l'utilisation de primes pour nous est un argument qui ne peut pas arriver en premier, simplement parce que s'il n'y a pas une sensibilité de départ et le fait que l'entreprise accepte déjà de voir le CV et de prendre en compte cette candidature, c'est pas utile de proposer des primes. Ça n'aura pas un impact sur sa mise à l'emploi. Pareil, si les compétences n'ont pas déjà été mises en avant en premier, voilà, c'est évidemment l'argument majeur qui va permettre de la prise en compte du candidat. Par contre, dans un dernier coup de pouce, pourquoi pas proposer cette prime à l'intégration. Alors, il n'y a pas d'obligation de la rétrocéder. Donc, c'est un argument ou ça ne l'est pas, suivant votre décision de la rétrocéder à l'employeur. Et de nouveau, même si vous la rétrocédez, elle n'est pas nécessairement rétrocédable à 100% ou 50%. C'est à vous de décider sur base de votre négociation. Mais j'ai terminé cette partie-ci. Il me reste à vous resituer en gros ce que fait la VIC. Alors la VIC, c'est l'Agence wallonne de la santé et protection sociale du handicap et des familles. Elle a été créée sur base de ce qui existait avant au niveau handicap, donc la branche handicap actuelle de la VIC, c'est-à-dire la WIP, dont vous connaissiez peut-être l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui n'existe plus actuellement, donc depuis janvier 2016, mais donc qui existe toujours sous la forme de la branche handicap de la VIC. Il y a également une branche santé, une branche famille. Et donc, cet organisme, la VIC, a été créé lorsqu'il y a eu la dernière réforme de l'État et donc le passage de certaines compétences du fédéral vers les régions. Au niveau de la branche handicap, elle est toujours chargée de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et pas uniquement en emploi. Donc, il y a des dépenses au niveau aide matérielle, par exemple, ou subventionnement de services résidentiels, par exemple. Au niveau des entreprises, donc vraiment au niveau de la branche handicap et de ce que l'on peut proposer aux entreprises, on a plusieurs actions. Une action de sensibilisation, donc toujours essayer d'informer, de montrer l'intérêt d'intégrer ou de maintenir à l'emploi des travailleurs.
en situation de handicap. Informer, outiller. Donc, sur notre site internet, vous retrouvez différents outils. On est là pour informer au maximum sur les déficients, sur les aménagements, sur les situations de travail, avec toujours la possibilité d'analyser la situation de travail, donc de donner des conseils. On a des agents d'intégration professionnelle dans chaque bureau régional qui vont pouvoir venir analyser directement en entreprise. On peut soutenir financièrement, que ce soit au niveau matériel ou sur le long terme, si la personne handicap a un coût pour l'employeur. Et on peut mettre en relation, effectivement, puisque notre rôle est résiduaire, c'est-à-dire que nous n'intervenons que lorsque les organismes généraux sont arrivés à leurs limites. Et donc, on est aussi, on doit pouvoir proposer à nos bénéficiaires d'accéder aussi à des services plus généraux. Alors, voilà la liste des bureaux régionaux. Donc, vous en avez 7, sont vos interlocuteurs directs si vous avez une question par rapport à la mise à l'emploi d'une personne, un conseil à avoir. On a aussi 2 ergonomes qui viennent en soutien des agents d'intégration professionnelle. Et si des documents est à rendre au niveau de la prime à l'intégration, là, ça peut se faire directement. Vous avez toutes les informations, donc tous les documents sur notre site internet. Je vais peut-être y passer et vous montrer comment retrouver l'information. On a aussi un numéro vert. Et donc, à la fin, vous retrouverez le PowerPoint ensuite en lien sur le site du FFI. Et donc là, vous avez aussi mes coordonnées si vous avez une question précise. Si vous souhaitez qu'on se rencontre pour discuter de cas particuliers ou de choses, si vous avez des questions par la suite, ou vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Voilà, alors je vais rapidement vous montrer sur notre site internet. Donc ici, vous avez le site de l'AVIC, donc avic.be/handicap pour la branche handicap. Je vous parlais tout à l'heure des centres de formation. Donc pour les retrouver, vous pouvez aller dans documentation, publication, emploi ordinaire. Et donc là, vous retrouvez des documents comme par exemple la liste des centres de formation qui se trouve ici. Donc, nous avons 13 centres en région wallonne et donc vous retrouvez chaque fois aussi le type de formation qui peuvent être suivis dans ces centres. Vous retrouvez aussi des fiches ici comme par exemple la prime à l'intégration ou des fiches déficience et emploi qui reprennent par déficience des aménagements possibles. Donc ça pourrait être aussi une source d'information vers les entreprises, vers vos clients. Et au niveau de la prime à l'intégration, vous retrouvez ici les informations dans vos besoins, se former et travailler, informations aux employeurs, et donc voilà les différentes primes. Si vous cliquez sur la prime à l'intégration, vous avez les informations, les formulaires de demande et les fiches que vous retrouvez ici au niveau des aides à l'emploi. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer ouvert. Voilà, j'attends. Oups. Voilà. Alors, c'est des questions pour toi. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir clôturer cette séance. Et donc, comme je le disais, existe-t-il un support avec des questions précises à poser lors de l'entretien? Non, on n'a pas créé de support. Effectivement, avec des questions particulières, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est simplement ajouter votre listing de questions habituelles une question sur avez-vous des besoins avez-vous des besoins d'aménagement particuliers sur votre lieu de travail? Et donc, c'est une question suffisante qui permettra à la personne de dire si elle a un besoin d'adaptation. Ça pourrait être aussi une question du type avez-vous des besoins spécifiques ou
oui. Voilà, il n'y a pas une raison, une question précise. Demander si la personne a un handicap, pourquoi pas, mais peut-être pas le demander de cette façon-là. Plutôt adresser, voilà, voir si sur le lieu de travail, il y a des choses à prendre en compte, si elle aurait un besoin d'aménagement. Oui, mes collègues me disent donc lister les tâches, voir si elles ont des difficultés pour certaines tâches particulières, sur certains environnements de travail particuliers. Voilà, peut-être des points d'attention, des points de vigilance que vous devriez avoir dans le choix de l'environnement de travail, dans le choix de la fonction. Alors la deuxième, est-ce qu'il est possible d'avoir une liste de candidats potentiels? Alors on fonctionne pas tout à fait de cette façon-là, même si on pourrait par exemple vous envoyer des profils de stagiaires sortant de formation. Donc si sur une région vous cherchez tel type de candidat, on pourrait vous envoyer des CV de personnes qui sortent de formation. Ou par exemple demander à des coachs de vous envoyer certains CV. Par contre, ce qu'on peut faire à l'inverse, si vous avez des profils que vous recherchez régulièrement, par exemple, c'est nous proposer le profil de fonction et nous, on demande alors à notre réseau, donc à l'association centre de formation, de vous envoyer des CV qui correspondraient. Mais on n'a pas, à l'avis qu'on n'a pas de listing direct. Donc on fonctionne soit sur une offre précise, soit on peut effectivement sur certains profils que vous recherchez régulièrement demander que ça vous soit envoyé, que ça vous soit envoyé en direct, oui. Alors, pardon? Alors, vous pouvez passer par moi pour le mail, donc valérie.trevisan@avic.be. Je n'ai pas compris la partie deuil. Donc quand une personne a travaillé longtemps, par exemple, prenons l'exemple d'un maçon, qui a développé un grave problème de dos, c'est possible que la personne ait toujours envie de travailler sa fonction, donc ait toujours envie de l'exercer, même si au niveau médical, ça ne lui est pas conseillé. Et donc, si vous voyez qu'il y a une période d'inactivité, par exemple, assez longue et que la personne veut revenir à son métier, vous allez pouvoir déterminer si c'est un métier qu'il serait peut-être mieux de ne plus exercer. Le deuil peut aussi, enfin le déni peut aussi venir du fait que la personne, par exemple, avec traumatisme crânien, pense être toujours en capacité d'exercer sa fonction alors qu'elle ne l'est plus. Et donc là, c'est un problème plus compliqué parce que c'est au-delà du deuil, c'est se dire, mais est-ce qu'elle est consciente du fait qu'elle ne pourra plus, par exemple, être, je sais pas, agent administratif. Et donc là, la mettre devant un PC, lui demander une tâche simple, ça va vous permettre de voir si elle est toujours en capacité ou pas. Alors, si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas la possibilité de la mettre en situation, mais qu'elle a été suivie par exemple par un CRF, donc, ou par une association particulière ou par un service, le mieux c'est peut-être de téléphoner au service et de voir ce que conseillerait. Donc si vous avez un doute, vaut mieux prendre une série d'informations que d'envoyer quelqu'un qui sera en difficulté ou qui mettrait votre client en difficulté. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Audrey. Oui, merci. D'autres questions? Voilà, on va clôturer. Je vais repasser la main à Emmanuel. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
Voilà, nous clôturons donc cette seconde partie. Merci à Valérie Trévisan pour cette présentation que vous pouvez retrouver sur notre site encore aujourd'hui. Je vous rappelle que le FFI et la VIC collaborent depuis plus de 5 ans à travers le projet Hand in Job, dont vous trouverez les explications sur notre site également. Merci à tous en tout cas pour votre participation. On vous souhaite une excellente journée ensoleillée et à bientôt alors pour un prochain webinaire.